usages et d'être plus ou moins ponctuel, histoire de montrer à la France qu'on sait se tenir. Voilà, je vous remercie d'être là pour cette séance qui sera la dernière de cette année académique. Mais vous l'avez peut-être vu, il y a déjà plusieurs rendez-vous qui ont été fixés pour l'automne. Comptez sur nous, vous aurez de nos nouvelles si vous êtes bien inscrit ou inscrite à la mailing list du SIEJ. Alors je dois vous demander d'excuser la très probable absence d'Antoine Bayeux, dont j'aurais pourtant aimé saluer le travail. Alors Antoine ne nous quitte pas, loin de là, mais vous le savez peut-être, il devient le président de l'Institut d'études européennes, l'équivalent d'un doyen. C'est une très grosse charge institutionnelle qui fait qu'il va devoir confier ses fonctions au SIEJ à votre bien dévoué. Je ne vous cache pas que mon syndrome de l'impostrice très très élevé là pour le moment, mais je ferai ce que je peux. Et je commence avec grand plaisir puisqu'il m'appartient dès lors de présenter notre invitée d'aujourd'hui, Anne-Sophie Chambaud, qui est professeure des universités en histoire du droit, basée aujourd'hui à Sciences Po Lyon, où elle exerce elle aussi d'importantes fonctions institutionnelles, notamment en tant que directrice des études. Alors Anne-Sophie Chambaud est une spécialiste reconnue de la pensée de Proudhon, à laquelle elle a consacré sa thèse et pour laquelle elle est bien connue. Elle a travaillé à de nombreuses autres questions, toujours dans une démarche vraiment nourrie d'interdisciplinarité. Franchement, on se demande pourquoi elle n'est pas, au fond, au SIEJ depuis toujours. Au fond, tu l'es sans le savoir, je crois. On va vérifier ça. On notera en tout cas tout particulièrement son ouvrage récent, Histoire contemporaine au pluriel, Histoire contemporaine du droit, des histoires contemporaines du droit publiées chez Dalloz en 2020 avec Jean-Louis Alperin et Frédéric Audrenne qui est d'ailleurs parmi nous. Elle m'en a parlé hier soir, je l'avoue tout platement, je ne l'ai pas encore lu, mais par contre la méthodologie que ses collègues avaient choisie avait retenu mon attention, très rigoureuse, très créative, je vous incite à y jeter un œil. Les travaux d'Anne-Sophie s'orientent sur, donc je l'ai dit, portent sur des questions différentes, ils s'orientent, tu le dis toi-même, hein, donc tu me corrigeras si je me trompe, mais sur deux axes principaux dans leur diversité, une attention toute particulière à la dimension politique du droit, d'une part, et une attention tout aussi particulière à ses dimensions matérielles, par exemple avec des analyses publiées, des manuels de droit, ou des réflexions sur la dématérialisation de la doctrine. Eh bien, ces deux axes me semblent tout particulièrement perceptibles dans le titre qu'elle a donné à son intervention, Vérité en droit, vérité du droit, essai d'analyse culturelle et matérielle. Anne-Sophie, j'espère n'avoir pas menti en te présentant, sinon n'hésite pas à le dire, je te cède la parole. Merci beaucoup Diane, merci pour l'invitation et merci à vous toutes et tous d'être présents. Oui, alors c'est un sujet bien ambitieux et sur lequel vous avez la générosité d'accepter d'entendre une historienne du droit, donc on verra ce que ça donne. Donc c'est vrai que sur ce thème de la vérité en droit ou sur le droit, j'aurais pu commencer par la locution latine, auctoritas non veritas facit legem. Bon, et puis du coup c'était à peu près plié, on était sur cette base positiviste. En même temps, puisque quand tu m'en as parlé au premier chef, il était un peu question de période de la post-vérité, des fake news. Bon, je me suis dit qu'une version XVIIe siècle de la question des fake news pourrait être condensée dans les pensées de Pascal, hein, plaisante justice qu'une rivière borne, vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Bon, alors là, on se dit quand même, on connaît Pascal, il y a un petit fond juste naturaliste. Alors rien de tout cela ne résout la question, mais en tout cas, ça me permet peut-être d'éclairer ce que je comprends du sujet et donc du sens de l'invitation qui m'a été lancée, c'est-à-dire que réfléchir au problème de la vérité en droit, à propos du droit ou sur le droit, revient à comprendre en fait dans quel cadre et par quels moyens la question de la vérité est saisie par le discours du droit ou sur le droit, c'est-à-dire comment on installe cette vérité et comment on la justifie. Précisons du coup que le droit ne sera pas pris ici au sens d'une réalité objective, mais du point de vue essentiellement de ceux qui s'engagent en fait dans les processus, donc le droit comme quelque chose qu'on fait, le droit comme une activité. Précisons aussi que
la manière que j'ai de voir la chose insistera, vous le verrez, sur les éléments qui influent sur les perceptions qu'on peut se faire de la vérité. En partant de cette idée que on ne croit pas qu'il y ait de vérité en soi, en droit comme ailleurs, il y a des processus au terme desquels finalement une communauté, à un moment, en un lieu donné, va s'entendre pour dire ce qu'est la vérité. Donc, il y a toute une série d'accommodements dynamiques dont les motifs et les ressorts sont éclairés par l'approche dont j'essaierai de vous démontrer finalement la valeur. Alors, du fait de ma formation en histoire du droit et d'une attention, en effet, tu le rappelais, marquée aussi à l'histoire de la pensée politique, et de ce point de vue-là, m'inscris un peu dans la lignée de l'école de Cambridge, avec une attention très marquée à cette question de la contextualisation. J'avoue que j'éprouve parfois certains malaises par rapport à l'ambition qui peut être celle de certains juristes, se réclamant aussi d'une approche un peu philosophique, mais enfin pour énoncer ce qu'est la vérité, rechercher les finalités du droit, les grandes valeurs qui inspirent les orientations du droit, sans jamais dire d'où on parle, traiter des textes sans jamais réfléchir finalement à d'où viennent les auteurs. On a parfois même l'impression que voilà, le locuteur est complètement effacé, alors qu'il me semble que la pensée juridique, comme la pensée politique, elle est située socialement, idéologiquement, culturellement. Et donc, il me paraît quand même compliqué d'imaginer que, à l'origine de tout énoncé, il n'y a pas un acteur social, il y a des vecteurs de diffusion qui doivent aussi être réfléchis, et puis, in fine, il y a aussi des récepteurs. Donc, je précise, et c'est le petit moment promotion, mais enfin je précise que c'est en réfléchissant à tout ça, il y a plusieurs années, et en réfléchissant à justement une espèce de manière un peu désincarnée de saisir le droit, que j'ai créé une collection qui s'appelle Contexte, culture du droit, qui a longtemps été soutenue par la LGDJ et puis qui actuellement est reprise par la Mémoire du droit. L'idée étant de proposer justement une contextualisation, une recontextualisation, en particulier de la production doctrinale. Les ouvrages de la collection soulignent, chacun à leur mesure et avec les thèmes qui sont abordés, mais ils soulignent précisément la diversité des savoirs, des pratiques et des cultures entre lesquelles le monde des juristes est éclaté, et l'idée est de mettre au jour finalement les dynamiques de production, d'exposition des idées et les processus de leur reconnaissance, qui sera souvent une reconnaissance académique. Donc l'idée de la collection, c'est que toute pensée, toute théorie sur le droit est indissociable du contexte de sa production. Et donc le processus d'attribution des idées, des théories et le résultat d'opérations sur lesquelles on essaye d'apporter un éclairage. Il y a 18 volumes qui ont déjà été publiés dans cette collection, et moi j'ai eu le bonheur d'observer qu'elle a accompagné finalement l'évolution de toute une partie de la recherche en droit, et particulièrement en histoire du droit, pour une espèce de compréhension justement des savoirs juridiques qui soient attentives aux conditions matérielles de production des idées. Donc, la promotion est finie. Et j'aurais pu, si j'avais joué à fond le jeu de la promotion, j'aurais amené des volumes, donc vous voyez que je ne suis pas une bonne publicitaire. Bon, bref. Donc le droit, la pensée juridique sont situés, donc je m'inscris ce faisant dans une espèce de lignée très inspirée par la sociologie du droit, pour qui finalement ce qui est vrai, c'est ce qui est admis dans une société donnée, sur laquelle il y a un accord des esprits, et il faut comprendre comment il se fait. On me demandait tout à l'heure si j'étais anthropologue du droit. Je peux partager l'idée de l'anthropologie juridique, d'après laquelle finalement le droit va exprimer des valeurs, des croyances qui sont partagées par les membres d'un groupe. Et le droit est aussi un cadre à travers lequel
le réel va être appréhendé. Donc la culture juridique, elle propose tout un système de signification. Elle offre aussi, elle constitue une espèce d'imaginaire social qui va incorporer des symboles, des règles qui sont partagées. Bon, le droit étant une science sociale, il a pour objet le corps social dans toute sa complexité, donc il n'est pas étanche à son environnement dont il se nourrit et sur lequel il influe en retour. Et de ce point de vue-là, le droit, y compris le droit étatique, est le produit, la manifestation d'une culture vis-à-vis de laquelle il me semble être un vecteur de diffusion des valeurs, des représentations auxquelles les esprits sont censés adhérer. Et puisque Frédéric est là et que j'ai eu à rencontrer récemment l'une de ses doctorantes qui prépare une traduction d'un auteur qui s'appelle James Boyd White pour Droit et Société, pour James Boyd White, le droit est toujours spécifique à une culture. Il commence toujours par un ensemble empiriquement identifiable de ressources culturelles dans lesquelles il est toujours une intervention. Une intervention au sens, il propose une action avec un effet déterminant. Alors ce James Boyd White travaille sur le caractère rhétorique du droit, et j'aime assez la proposition qui est la sienne. Il dit « Le droit opère toujours par l'entremise de locuteurs situés à des moments et en des lieux particuliers, s'adressant à des auditoires réels, au sujet de personnes réelles. Son langage est en continuité avec la langue ordinaire. Il opère toujours par le récit. Sa structure n'est pas conceptuelle, son discours est perpétuellement réaffirmé ou rejeté par l'entremise d'un processus social. Et il contient un système de traduction interne qui lui permet d'atteindre tout un éventail d'auditeurs. Tous ces éléments en font, pour James Boyd White, un système rhétorique. Alors, ceci étant, le langage du droit n'est pas, dit et démontré par ailleurs, il n'est pas référentiel, c'est-à-dire que les affirmations ne sont pas vraies ou fausses, c'est la description de la norme qui est censée être vraie ou fausse, et les opinions, les jugements de valeur, eux aussi, sont plus ou moins convaincants, mais la question n'est pas trop de savoir s'ils sont vrais ou faux. Une opinion va pouvoir être tout à fait unanimement partagée, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est vraie, contrairement à des affirmations factuelles. Là, effectivement, on pourra dire qu'elles sont vraies ou fausses. Alors donc, vous le verrez, moi je suis très attachée à cette dimension sociale, sociétale du droit, et l'approche culturelle sur laquelle je vais m'attarder ici est essentiellement méthodologique. Alors, je précise qu'on peut aussi traiter de cette approche culturelle par le biais de la norme culturelle. Et en même temps que paraissait chez Contexte un ouvrage qui s'appelait Approche culturelle des savoirs juridiques que j'ai dirigé, a paru au même moment un autre ouvrage d'un collègue privatiste qui s'appelle Youssef Genzoui, qui l'a intitulé « La norme culturelle dans l'ordre juridique, réflexion sur le vivre ensemble ». Et sous l'égide donc de Youssef Genzoui, en fait, ce sont effectivement les rapports de la norme culturelle et de la norme étatique qui sont envisagés, avec cette idée que les comportements, individuels ou collectifs, sont orientés évidemment par le droit étatique, mais ils peuvent l'être aussi par d'autres normes et des commandements qui vont parfois contester, contredire la norme étatique et qui relèvent justement de ces normes culturelles et avec lesquelles la norme étatique doit composer. L'un des exemples un peu récurrents en France, c'est la question de la corrida, qui relève justement de cette norme culturelle et avec laquelle la norme étatique a un peu de difficulté, qu'elle finit par intégrer. Donc la question, c'est effectivement comment, la question de l'ouvrage coordonné par Youssef Genzoui, c'est comment la norme étatique intègre ces normes culturelles. Sur le sujet et la définition finalement de mon approche, il vaut peut-être aussi de rappeler qu'en imposant la norme, le droit étatique me semble moins prétendre imposer une vérité que fixer ce qui est normal, ce qui est considéré comme normal, ce qui n'est pas exactement ce qui est vrai. Alors dire ça n'empêche pas de considérer le droit comme un ensemble d'énoncés, de propositions dont on postule la vérité. Confère, par exemple, l'autorité de la chose jugée, qui dispose que ce qui a été jugé est tenu pour être la vérité et à ce titre ne peut plus être remis en cause. Res judicata pro veritate
Béthune. Le procès contribuant, dit-on, à la manifestation de la vérité, la chose jugée étant tenue pour vraie, il est en effet souhaitable que la chose jugée soit conforme à la vérité, mais elle ne l'est pas forcément. Un exemple historique fameux, la double condamnation d'Alfred Dreyfus, en 1994 et en 1999, de laquelle on ne conclut pas pour autant, in fine, que c'est bien lui qui avait écrit le bordereau. Donc cet exemple rappelle que le droit est plus ou moins efficace quand il s'agit d'établir la vérité, même si évidemment le droit va lutter contre les faussaires, contre les menteurs, mais on sait aussi que le droit peut être un instrument utilisé contre la vérité. Enfin, les législations de certains régimes en administrent historiquement et encore aujourd'hui, tous les jours, la preuve. Et puisque j'ai travaillé sur les rapports de l'anarchie avec le droit, enfin, les critiques du droit étatique comme outil de domination, justement, se fondent sur l'idée que le droit étatique ne pose pas ni la vérité ni la justice. Bon, reste que le droit repose quand même sur la croyance en et l'acceptation de la vérité de ces énoncés. Mais là aussi, avec plus ou moins d'intensité, si on se souvient de la place que le droit peut faire, par exemple, à la fiction juridique, que le Cornu définit comme un artifice de technique juridique, un mensonge de la loi et un bienfait de celle-ci, consistant à faire comme si, à supposer un fait contraire à la réalité, mais en vue de produire des effets de droit. Alors ça pourrait nous amener aussi à établir une distinction entre vérité et validité. Validité qui est le caractère qu'on reconnaît à une norme, quand on dit qu'elle a des effets juridiques, dans un ordre juridique donné, reconnaissance qui va s'opérer soit sur des critères formels, soit sur des critères de conformité à des valeurs, qui peuvent être des valeurs extra-systémiques, soit par rapport à des critères sociaux, c'est-à-dire les effets sociaux produits par la norme, mais du coup on glisse plutôt vers l'efficacité de celle-ci. Sur cette question, on en est revenu depuis longtemps sur l'idée de l'omnipotence de la loi, avec cette croyance qu'avaient les révolutionnaires, justement, dans la capacité de la loi à dire le droit et à le dire seul, avec cette idée inspirée de Rousseau, que la loi est expression de la volonté générale ne pouvait pas errer. Ça, c'est Rousseau qui le dit. On est bien revenu de cette idée, mais enfin, cette idée, pendant tout le XIXe siècle, elle justifie quand même en France longtemps le fait qu'on ne contrôle pas finalement la valeur de la loi. Bon, aujourd'hui, on en est revenu, et aujourd'hui, nous sommes au contraire dans l'ère des expérimentations législatives, avec des lois qui sont instituées, mais qui... L'expérimentation, c'est une technique légistique qui vise à, je cite, étudier les effets d'une réforme ou d'une loi sur un échantillon de personnes et pour un effet donné. Donc la loi elle-même est une expérimentation avec la crainte qu'on peut avoir des effets de cliquet, c'est-à-dire que si manifestement l'expérimentation ne marche pas, est-ce qu'on revient à la situation antérieure, avant l'adoption de la loi expérimentale? Rien n'est moins sûr. Alors la question de la vérité fait donc écho, selon moi, à la manière dont les valeurs dont le droit est porteur à un moment donné peuvent être éprouvées, et comment elles peuvent être éprouvées. Alors pour éprouver la question des valeurs du droit, dont le droit est porteur, la recherche scientifique en droit, s'appuie sur un certain nombre de méthodes, donc de démarches raisonnées, codifiées, ce qui pose là aussi peut-être le problème du rapport de la connaissance avec la vérité. Alors on invoque évidemment souvent l'originalité, la spécificité des méthodes du droit qui tiendraient déjà au caractère propre du droit, aux difficultés techniques auxquelles confronte l'étude du juridique, la complexité des niveaux de signification des catégories juridiques, le savoir-faire technique des juristes qui serait difficile à appréhender, la spécificité du langage du droit, j'évoquais la rhétorique tout à l'heure de James Boyd White, la complexité des règles de fonctionnement, des institutions juridiques et judiciaires, bref,
il y a toute une complexité du droit qui, du coup, participerait d'une forme d'opacité du droit, du monde du droit, donc de la culture juridique. Alors, ce n'est pas complètement mon idée, et on évoquait effectivement l'idée de pluridisciplinarité. D'un point de vue méthodologique, le terme approche culturelle désigne, dans un sens délibérément large, cette orientation de la recherche qui va prêter une attention non exclusive en fait aux idées juridiques en soi. On va déborder le terrain des idées juridiques en soi, le terrain des règles juridiques. On va explorer surtout les conditions sociales dans lesquelles le droit et les savoirs sur le droit sont produits, comment ces idées se développent, comment elles circulent, comment éventuellement elles disparaissent. Et donc, cette approche culturelle me semble participer d'un renouvellement quand même en profondeur de la compréhension du droit et des activités de connaissance des juristes. Et donc c'est de cela que finalement je veux vous parler. Alors quand on réfléchit à l'approche culturelle ou à la culture juridique, l'article pionnier est un article de Lawrence Friedman qui s'appelle Legal Culture and Social Development, qui est un article qui date de 1969, dans lequel Friedman invoque le lien droit et culture pour essayer de dépasser justement la théorie juridique et permettre à la sociologie juridique de comprendre comment le droit fonctionne en pratique, en un lieu et à un moment donné. C'est-à-dire comment il est créé, comment il est perçu, comment il est reçu. Donc dépasser la théorie et faire une place à une approche véritablement sociologique. Et Suzanne Silbey voit ce tournant culturel comme une démarche interdisciplinaire au sein des sciences humaines et sociales et qui va s'intéresser au système de symboles, aux significations qui sont ancrées dans les pratiques sociales. Alors, la perspective finalement du juriste qui accepte justement cette idée d'une approche culturelle s'en trouve modifiée puisque on ne se situe plus uniquement dans le système du droit, c'est-à-dire uniquement sur une espèce de culture interne, mais aussi à l'extérieur pour saisir justement la perception sociale du droit. Et des discours aux pratiques, les termes culture et droit s'entremêlent dans des configurations multiples, parce que vous trouvez droit et culture, mais culture dans le droit, droit comme culture, droit dans la culture, culture dans le droit. Donc vous avez comme ça une sorte d'entremêlement de ces termes. Le point commun, c'est de situer le droit dans ses contextes sociaux et culturels, un droit qui est pris tantôt comme étant producteur d'une culture propre, mais tantôt aussi comme un objet d'une culture plus générale. Donc, l'approche culturelle participe vraiment d'une espèce de vision renouvelée du droit et, pour ce qui m'intéresse de l'histoire du droit, qui va s'attacher donc aux pratiques sociales autant qu'à la teneur des règles de droit et des concepts juridiques. Ces travaux donnent, puisque Frédéric Audren est là, mais ces travaux donnent depuis un certain temps maintenant une image quand même très enrichie des pratiques savantes en particulier, qui sont celles des juristes. L'histoire des facultés de droit a été quand même considérablement renouvelée, l'histoire de la doctrine, l'histoire des supports littéraires aussi qui sont employés par les juristes. Tu le citais, il y a des réflexions qui sont menées sur les manuels, sur les blogs juridiques, pour ce que j'ai travaillé, sur les revues, je redirai un mot des revues. Donc voilà, il y a des tas de points d'entrée qui participent vraiment d'un enrichissement en fait de la doctrine et de l'histoire finalement des lieux dans lesquels on réfléchit sur le droit. Je précise qu'un collègue à moi que vous pourriez inviter, qui s'appelle Olivier Leclerc, on a été longtemps dans le même centre, maintenant il est au Centre de théorie et d'analyse du droit. Olivier Leclerc plaide pour un pas de plus, c'est-à-dire un élargissement supplémentaire de la perspective vers l'histoire des sciences dures et les études sociales sur les sciences, ce qu'il développe lui à partir de son champ de recherche qui est celui de la preuve et de l'expertise. Et dans ce cadre-là aussi, pour Olivier, la contextualisation est absolument essentielle puisque les sciences et les techniques se déploient toujours en contexte, et Olivier a traduit un texte de la chercheuse Sheila Chazanoff
l'ouvrage traduit par Olivier s'intitule « Le droit et la science en action ». Et Sheila Chazanov dit « Toute connaissance scientifique ou autre est produite dans le cadre d'une culture et d'un ensemble de dispositions sociales bien définies. Elle n'est pas produite dans quelque site idéal lointain pour être ensuite transférée à la société qui l'adapte ou qui la façonne dans un but pratique. » Donc toute connaissance est contextualisée. Et il y a une formation un peu simultanée, d'après elle, de l'ordre social et de l'ordre naturel dans les sociétés de la connaissance, et elle parle d'une grammaire de la coproduction. Et Olivier Leclerc s'inspire beaucoup de ce travail. Alors, qu'on propose donc le droit en société dans son rapport avec les sciences sociales, ou qu'on propose une approche du droit dans son rapport avec les sciences dures, dans l'un et l'autre cas, il ne s'agit évidemment pas de nier ce que les savoirs juridiques ont de singulier, dans leur dimension institutionnelle ou matérielle. Il ne s'agit pas de pointer ce qui distingue les activités de connaissance portant sur le droit d'autres domaines du savoir. Pour autant, il s'agit de ne pas leur reconnaître un caractère exceptionnel qui soustrairait par principe le droit et les savoirs sur le droit aux méthodes développées dans d'autres domaines du savoir. Donc l'idée, c'est effectivement d'importer des méthodes d'autres domaines du savoir sur le droit. Et donc, dans ce cadre-là, l'approche culturelle, telle que je l'imagine, prête une attention aux médiations matérielles par lesquelles les acteurs impliqués vont s'entendre sur un énoncé et, pour rester sur la question qui nous occupe, convenir que cet énoncé est vrai. Donc il ne s'agit pas de déterminer foncièrement si un énoncé est vrai, mais comment il est tenu pour vrai, en fait, au sein d'une communauté à un moment donné. Alors comme j'évoquais l'histoire des sciences, on sait que dans la lignée des travaux de Thomas Kuhn, les recherches en sociologie des sciences interrogent les pratiques des communautés savantes afin de caractériser ce que seraient les cultures épistémiques, c'est-à-dire comprendre de manière très empirique comment certains énoncés sont produits, comment ils circulent, comment ils convainquent. Je reviendrai sur cette idée de la conviction et comment finalement tout cela intéresse. Alors, je ne peux pas citer Thomas Kuhn sans citer un autre philosophe des sciences que j'aime bien, qui s'appelait Paul Feyerabend, qui est souvent considéré comme un anarchiste au sens péjoratif du terme, en tout cas considéré par ses adversaires comme un tenant du relativisme cognitif, qui, pris en mauvaise acception, serait synonyme d'irrationalisme. Lui était effectivement défenseur d'une méthodologie pluraliste dans le monde rationnel de la pensée scientifique, et il opposait ce qu'il appelait la contre-induction au changement de paradigme de Kuhn, en prévenant que la connaissance, et je le cite, n'est pas une série de théories cohérentes qui convergent vers une conception idéale, ça n'est pas une marche progressive vers la vérité, c'est un océan toujours plus vaste d'alternatives mutuellement incompatibles et peut-être même incommensurables. Et du coup, il dénonçait la dimension universelle qu'on prête au rationnel de la science, en ajoutant « l'irrationnel ne peut pas être exclu ». Ce caractère particulier du développement de la science est un argument très fort en faveur d'une épistémologie anarchiste. Donc vous comprenez un peu pourquoi je suis venue vers lui. Quand j'ai vu épistémologie anarchiste, je me suis dit tiens, mais allons voir. Donc il ne croit pas à l'existence d'une solution unique, indépendante du contexte, puisque lui aussi est vraiment très ancré sur cette idée de contextualisation, mais il estime qu'il peut exister à un moment plusieurs vérités éventuellement incompatibles. Et donc contre les grandes constructions épistémologiques, ce que je trouve assez amusant chez lui, c'est qu'il dédramatise totalement l'histoire de la science en la révélant beaucoup plus molle, voire irrationnelle, que ce que les grandes discussions, les grandes reconstructions historiques ont tendance à présenter. Je le cite toujours, la science est un processus historique complexe et hétérogène, qui contient des anticipations vagues et incohérentes d'idéologies futures côte à côte, avec des systèmes hautement sophistiqués et des formes de pensée anciennes ou pétrifiées. Donc il insiste sur ce que la connaissance a construit, une espèce de boîte à outils, comment est-ce que les chercheurs travaillent, qui parfois les chercheurs
se confrontent à des difficultés et il faut essayer de comprendre comment ils les neutralisent, comment ils les dépassent, en particulier par tout un travail du langage. Et pour les juristes, évidemment, cette question du langage, d'un langage qui n'est pas neutre, est tout à fait intéressante. Et donc, bon, Feyerabend, avec son côté sale gosse et anarchiste, pousse effectivement la réflexion à un point extrême qui ne manque pas d'intérêt. Là où Kuhn va opposer justement les grandes ruptures paradigmatiques à l'idée d'un progrès linéaire et continu, l'anarchie méthodologique assume, elle, carrément le rôle créatif du chaos et d'une forme de contingence qui va venir bouleverser justement un peu la raison et, d'après lui, favoriser le progrès. Je le cite encore, « Les idées qui aujourd'hui forment la base même de la science n'existent que parce qu'il y a eu des préjugés, de la vanité, de la passion, et donc peut-être des fake news, parce que ceux-là sont opposés à la raison et parce qu'on les a laissés agir à leur guise, ils se sont développés et ça a obligé finalement les chercheurs à proposer des réponses. » Donc la théorie de la connaissance naît de ce que les penseurs se trouvent dans certains contextes où se posent des problèmes qui n'existaient pas avant. Ils se trouvent à devoir proposer des solutions et ça oblige à devoir répondre à ces questions. Et donc, c'est cet effort que doivent fournir les penseurs qui doit être interrogé, de même que le contexte, ça se pose aussi sur les institutions à l'ombre desquelles les chercheurs travaillent et qui ont tendance à peser sur la façon dont ils réfléchissent. Enfin, depuis hier, on parle justement des appels à projets et de la recherche financée. Tout ça, évidemment, ça va aussi orienter la recherche. Bon, alors, pour Feyerabend, du coup, la science n'existe pas, non plus d'ailleurs qu'il n'y a pas d'unité dans la vision du monde. Ça dépend un peu de la théorie et du point de vue qui est celui de l'observateur pour interpréter des faits. Et ce sont justement donc des méthodes différentes, voire antagonistes, qui permettent aux scientifiques, au cours des siècles, suivant les circonstances, de faire évoluer finalement les programmes de recherche. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je trouve que la pensée de Feyerabend est vraiment assez intéressante et enthousiasmante. Bon, pour revenir quand même à ce qui nous occupe, c'est-à-dire la science du droit, sur le droit, comme toute activité savante, la recherche sur le droit est une activité réglée. Je reviens à ce que disait Feyerabend, c'est-à-dire elle est réalisée au sein d'institutions par des acteurs qui sont des professionnels, s'ils ne sont pas tous des praticiens du droit, ils sont quand même des professionnels du droit, qui partagent quand même justement une espèce de savoir technique, un savoir-être sur le droit. Donc, tout ne peut sans doute pas être dit par le droit et peut-être pas par n'importe qui, quoique, parce que depuis quelques années, il y a quand même tout un champ de réflexion sur les savoirs profanes sur le droit qui me paraissent tout à fait intéressants parce que ça dit beaucoup aussi sur la façon dont une société, justement, réfléchit sur le droit. Il n'y a pas que les spécialistes qui réfléchissent sur le droit, les profanes peuvent aussi y réfléchir. Donc, il faut accepter que tout ce que je dis a vraiment un caractère très constructiviste, mais pas nécessairement relativiste, c'est-à-dire que tous les énoncés sur le droit ne se valent pas non plus complètement. Donc, mon approche culturelle vise à essayer d'éclairer les stratégies de diffusion, de circulation, d'acquisition des savoirs juridiques et l'activité, qu'elle soit savante ou praticienne. Ça n'est pas un processus complètement immatériel, idéal. Il y a, je prends une expression de Françoise Vaquet que j'aime beaucoup, il y a toute une écologie du savoir dans sa matérialité qu'il faut comprendre. Et on sait que Françoise Vaquet a beaucoup travaillé à partir des réflexions de Latour, mais la théorie de l'acteur réseau, de Latour et Calonne, de ce point de vue-là, est aussi extrêmement féconde, en ce qu'elle éclaire justement aussi la compréhension du droit, c'est-à-dire la manière dont des énoncés juridiques en l'espèce surviennent, comment ils sont rédigés, comment ils vont s'imposer, comment ils vont circuler et éventuellement être repris dans d'autres contextes. Ça, c'est une réflexion sur laquelle on peut réfléchir et je me souviens que j'avais lancé avant ce qui est devenu les approches culturelles des savoirs juridiques, j'avais lancé deux journées de table ronde au CERCRID sur cette question et Frédéric avait animé une
une des tables rondes. Il y avait cette idée de comprendre en fait effectivement comment est-ce que une communauté, une communauté des juristes, comment est-ce qu'elle se soude. J'avoue qu'au terme de communauté, moi je préfère celui de réseau, qui est peut-être un peu plus dynamique, en tout cas moins enfermant. Comment une communauté fait lien, dans quel lieu est-ce que le discours sur le droit est produit, et puis surtout, comment est-ce que ça circule. Donc, voilà, ces questions-là sont vraiment au cœur de ma réflexion. Comment est-ce que la doctrine parle, écrit, comment est-ce qu'elle se lit, quelle sociabilité est-ce qu'elle partage, où est-ce qu'on écrit. Ce qu'on partage, ça peut être effectivement des points de vue, ça peut être des admirations, mais on peut aussi ne pas être d'accord, et ça m'amène à dire un mot de la controverse. La controverse qui n'est pas la polémique. Là aussi, je crois que ça a vraiment trait à votre réflexion sur la vérité, c'est-à-dire que la controverse amène à réfléchir aussi à la capacité de convaincre, c'est-à-dire la capacité à faire la preuve de ces affirmations, et je trouve que là aussi, une approche culturelle, matérielle, peut permettre de répondre en analysant justement l'ensemble des dispositions et des dispositifs qui permettent justement de s'approprier éventuellement les résultats qui sont produits au terme de la controverse. Donc la controverse, c'est une dispute réglée, parfois c'est une dispute en règle, sur une question juridique. La discussion est élaborée, l'argumentation est approfondie, pro-contra, et elle s'inscrit finalement, quand on essaye de suivre la controverse, on s'aperçoit qu'il y a tout un tissu de relations, toute une circulation justement au sein d'une communauté, et qui est vraiment très intéressant à suivre. La sociologie des controverses est vraiment un champ de recherche qui est installé depuis très longtemps, et je crois que c'est vraiment très important en fait pour les juristes d'y réfléchir, et avec la doctorante justement de Frédéric Audren, on en parlait en début de semaine, puisqu'elle était sur cette notion de champ très bourdieusienne, et avec une collègue avec laquelle on discutait de son projet de recherche, je lui dis oui, mais est-ce que finalement la sociologie des controverses ne pourrait pas être tout aussi efficace pour traiter la question. Jean-Louis Fabiani assimile la controverse à un théâtre, et je trouve que c'est assez parlant. Il dit que la controverse voit surgir des acteurs qui investissent, qui négocient, qui s'accréditent, mais qui se discréditent aussi mutuellement. L'ordre du savoir, comme l'ordre social en général, est un ordre négocié. Les protagonistes éprouvent leurs arguments dans la négociation et transforment leurs énoncés en élaborant des positions de compromis. Pour un autre chercheur de la controverse, Cyril Lemieux, la controverse, par le processus de dramatisation des enjeux, fait apparaître avec plus de netteté les clivages qui travaillent souterrainement la vie du groupe étudié, donc en l'espèce le monde des juristes. En effet, la controverse, c'est un moment où se cristallisent un certain nombre d'enjeux, et qui du coup sont beaucoup plus visibles que dans une situation, disons, apaisée. Et cette question de la controverse, moi je l'ai prise à bras-le-corps dans mon habilitation à diriger des recherches, où j'ai étudié justement la controverse sur l'enseignement du droit dans les revues juridiques du 1er 19e siècle. Je m'étais intéressée à cette question, et il m'était apparu justement, en travaillant les revues, que la controverse était une grille de lecture vraiment intéressante pour appréhender le milieu des juristes, sa place dans la société, les rapports de force qui le traversent, et qui amène éventuellement à une redéfinition en fait, de l'autorité entre les membres d'une même communauté. Donc j'appréhendais la question de l'enseignement du droit et les questions qui se posaient à l'époque à travers des points de vue contradictoires tels qu'ils étaient diffusés dans deux revues, la revue de législation et de jurisprudence, la revue Olowski et la revue Félix, et la controverse éclairait justement les rapports de force et les positions institutionnelles d'auteurs qui se révélaient par le prisme de la controverse, intégrés dans des réseaux qui, sans la grille de lecture de la controverse, auraient été beaucoup moins faciles à appréhender. Et de ce point de vue-là, les revues
pour l'historienne du droit que je suis, mais je pense que pour les positivistes c'est la même chose, les revues sont vraiment un observatoire de premier plan pour analyser justement le milieu des juristes. Les juristes ont trop longtemps, je trouve, appréhendé les revues, mais plus généralement en fait les supports de la doctrine, précisément uniquement comme des supports, uniquement comme des sources assez neutres, alors que il me semble qu'ils peuvent être de véritables objets de recherche, certes importants par l'analyse intrinsèque des arguments qui sont échangés, mais de plus en plus de travaux en histoire du droit, en effet, se saisissent des supports de la doctrine comme de vrais objets à part entière. Les revues, les recueils de jurisprudence. Mon collègue de Saint-Étienne, Pierre-Nicolas Baronneau, vient de publier sa thèse justement sur les recueils de jurisprudence au XIXe siècle, et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça dit beaucoup, ce support de la doctrine dit beaucoup du monde des juristes. Donc, dans mon HDR, j'avais suivi les développements de la controverse à travers le soutien éditorial apporté aux adversaires donc, de cette controverse, et je montrais comment les revues participent de la production justement d'un discours sur, en l'espèce, ce que doit être l'enseignement du droit, et donc plus généralement sur ce qu'est à cette époque-là la science du droit. Sans se cacher évidemment que du coup les revues sont le lieu de production d'un discours, mais ils sont aussi le lieu de production d'une réalité socio-culturelle dans laquelle ce discours va s'inscrire. C'est-à-dire qu'autour de ces revues se structurent justement des réseaux qui témoignent de la dynamisme de la doctrine juridique française de ce premier 19e siècle. Donc la controverse, elle est vraiment très utile parce que quand on essaye de saisir les ramifications de la controverse, bien sûr on étudie les développements internes, c'est-à-dire ce qui se dit, mais on étudie aussi la manière dont c'est dit, c'est-à-dire la manière dont on va faire circuler les idées, et on peut par la controverse mettre au jour les différentes étapes à travers les oppositions qui se dessinent, pour essayer de montrer comment des fronts s'organisent, des fronts contraires s'organisent autour de tel ou tel enjeu, et par toute une série d'actions, comment est-ce qu'on arrive ou pas à faire triompher des idées, des propositions. Donc il faut aborder les arguments, mais il faut aborder aussi les liens finalement entre les auteurs. Et de ce point de vue-là, je crois que les supports sont vraiment extrêmement intéressants. Donc le débat pour convaincre se joue toujours à différents niveaux, simultanément, et la controverse, le regard jeté sur une controverse permet vraiment, je crois, d'éclairer le monde du droit de façon extrêmement intéressante. Dans le souci de convaincre, formellement, puisque Frédéric Géa est là, il y a un auteur dont je pourrais aussi vous parler et que j'aime beaucoup, c'est Maxime Leroy, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle, en 1913, qui s'appelle « La coutume ouvrière », qui paraît, alors, Leroy y bosse une dizaine d'années, mais le texte paraît en 1913, c'est-à-dire quelques mois, 2-3 années après la publication du premier livre de ce qui sera le Code du travail, qui est assez unanimement contesté à l'époque pour sa piètre qualité. Et l'idée de Leroy, c'est de dire qu'il existe une culture, une pratique du droit dans le monde ouvrier, en fait, et qu'au droit concédé par l'État, Leroy oppose l'idée d'un droit autonome d'essence syndicale. Et pour essayer de convaincre, non pas les ouvriers, puisque les ouvriers pratiquent cette coutume ouvrière, donc eux, il n'a pas besoin de les convaincre, mais s'il rédige la coutume ouvrière, et s'il formalise cette coutume ouvrière, c'est pour convaincre les juristes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette coutume ouvrière, elle est rédigée comme une espèce de code, en fait. Donc il est juriste lui-même, il est docteur en droit, Maxime Leroy, mais il est juge de paix en 1913. Et donc il adopte vraiment les codes des juristes pour essayer de leur dire, mais regardez, en fait, il existe déjà un droit ouvrier, il suffit de s'intéresser à ce que font
les ouvriers. Et donc il lance une espèce de polémique, ça fait plusieurs années qu'il écrit contre le code, contre l'individualisme du code civil, et il oppose cette idée d'un droit collectif, et donc il essaye vraiment il creuse cette critique du code, et cette critique du droit étatique à laquelle il oppose justement ce droit ouvrier. Et là aussi, je trouve que formellement, au-delà de ce qu'est cette coutume ouvrière, la forme utilisée par le roi, je trouve, est assez intéressante pour essayer d'imposer justement un point de vue. Donc, voilà, il y a une dimension idéale du droit. Le droit, ce sont des idées, des concepts, des notions, mais il y a aussi toute une matérialité, et je trouve que la recherche en droit doit ne pas négliger justement cette matérialité. Il y a toute une chaîne d'opérations dont il faut essayer de rendre compte pour comprendre comment finalement, si le droit est un rapport de force, il est aussi le fruit de certains consensus, et donc il y a des compromis plus ou moins stables, et c'est comme ça qu'on obtient l'adhésion autour du droit. Donc il faut comprendre comment tout cela fonctionne, et ce point de vue matériel, c'est aussi évidemment, je crois que dans la première séance, Antoine Bayon en avait parlé, ce que Bruno Latour a démontré évidemment dans son ethnographie du Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à réfléchir matériellement à la façon dont se constitue au sein du Conseil d'État le droit, et de façon très triviale. Enfin, le montage d'un dossier est tout à fait restitué par Latour avec le talent de Latour, c'est carrément palpitant. On est très intéressé par le rôle des caoutchoucs pour fermer les dossiers. Voilà, c'est très trivial, mais en même temps on comprend comment ça se fait en fait. Et je trouve ça vraiment toujours extrêmement précieux. Bon, le temps passe, donc je vous vante une approche culturelle du droit, mais ça ne veut pas dire quand même que la culture du droit en elle-même ne suscite pas un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations. Roger Cottrell voit la culture juridique, la culture du droit, comme une espèce de catégorie résiduelle dont il ne sait pas trop quoi faire, et qui renvoie à un environnement général de pensée, de croyances, de pratiques, à l'intérieur duquel le droit peut certes être pensé, ensemble de valeurs et de représentations du groupe des juristes, mais qu'une sorte d'entre-soi exonère de toute définition. Si on parle de l'approche culturelle, on parle de la culture du droit, mais on ne dit pas vraiment ce que c'est, à part que ça unit finalement les juristes entre eux. Plus généralement, ce concept de culture se voit parfois reprocher son caractère unifiant, son caractère englobant, son caractère holistique. Il y aurait une façon commune de penser, de parler, d'agir. Et donc, à l'image de l'histoire des mentalités, qui elle aussi est critiquée, l'approche culturelle tendrait à effacer les différences pour se concentrer uniquement sur les catégories partagées. En fait, on oublierait les singularités, on ne prendrait que ce qui est commun. Et donc, les écarts ne peuvent être pensés qu'à l'intérieur de processus de longue durée, qui vont produire des comportements, des représentations communes, en fait. Et donc, c'est aussi une critique qui est parfois faite par les philosophes contre les historiens. On aborde dans cette approche-là les textes, non pas comme la manifestation de singularité individuelle, mais on essaye toujours d'y décrypter l'expression très, très inconsciente, plus ou moins consciente, en fait, d'une sensibilité collective. C'est un fond de représentation qu'on essaye d'identifier, et pas ce qu'il peut y avoir vraiment de singulier. Et donc on est plutôt sur la répétition que sur l'originalité et la singularité. Ça fait écho, je crois, à du point de vue de l'histoire des idées, du point de vue de l'histoire des idées politiques, à une petite controverse, mais qui a opposé Yves-Charles Arca à Quentin Skinner à propos justement de la méthode et de la contextualisation à outrance de l'école de Cambridge. Et le point, l'auteur qui était étudié, c'était Hobbes. Et pourquoi est-ce que Hobbes est intéressant? Et Yves-Charles Arca disait, mais Hobbes est intéressant parce que c'est Hobbes, en fait. Et Skinner dit, oui, bien sûr, mais il est intéressant surtout parce que dans son contexte, il est intéressant d'expliquer comment il écrit. Et donc on a l'opposition, en fait, de l'historien
et du philosophe. Je ne cache pas que j'étais plus convaincue par le point de vue de l'historien. En fait, je crois quand même que Hobbes, aussi génial fut-il, n'est pas obsédé par l'idée de répondre à Cicéron, mais il est surtout obsédé par l'idée de répondre à des questions de son temps, en fait. Et après, il y a la façon dont il répond qui fait qu'encore aujourd'hui, ça nous intéresse. Mais moi, je suis toujours intéressée par la façon dont un auteur va traverser les époques et comment on s'en saisit à différents moments donnés et comment on s'en saisit et pourquoi on s'en saisit, c'est-à-dire ce qu'il nous dit à notre moment. Voilà. Bon, bref, ça on pourra en reparler éventuellement. Et donc, effectivement, on peut reprocher à une approche culturelle le fait d'être un peu trop englobante, présenter une espèce de tout cohérent, une espèce d'expression intellectuelle d'un système donné. Bon, en même temps, et c'est pourquoi j'insistais quand même sur la controverse, c'est-à-dire que c'est la concurrence qui produit aussi la culture, c'est-à-dire que la culture, c'est pas une structure englobante et complètement figée, c'est un processus, et c'est un processus en perpétuelle actualisation, en perpétuel devenir. Et ce caractère englobant et figé, et l'incapacité à définir ce qu'est la culture juridique fait partie des griefs qu'on a pu émettre contre le dictionnaire de la culture juridique qui avait été dirigé par Rials et Allan, qui est paru en 2000, et dans lequel aucune entrée n'est effectivement consacrée à la culture juridique elle-même. Et on en a fait la preuve archétypale du fait qu'on n'arrivait pas à définir ce qu'était que la culture juridique. Bon, le vrai problème n'est pas l'absence de définition, parce qu'on peut considérer que, en fait, c'est le dictionnaire en lui-même, avec toutes ses entrées, qui propose ce qu'est la culture juridique. Et de ce point de vue-là, comme je l'écris d'ailleurs dans l'intro des approches culturelles des savoirs juridiques, de ce point de vue-là, on peut considérer que le dictionnaire n'est pas que descriptif, c'est-à-dire qu'il a un petit côté quand même un peu prescriptif, voire un peu performatif, c'est-à-dire il nous dit voilà ce qu'est la culture juridique française. Moi, ce qui me gêne, c'est pas tant l'absence de définition, à la limite, c'est le singulier, la culture juridique, et qu'on retrouve dans un certain nombre de textes, puisque depuis que Frédéric et Jean-Louis ont réfléchi sur la culture juridique, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'interrogations qui ont été lancées en France autour de cette question. Et c'est ce singulier que je trouve impressionnant. C'est ce singulier qui a quelque chose de massif, la culture juridique. Il peut avoir un caractère identitaire. Et je crois que c'était un peu dans cet esprit qu'a été rédigé le dictionnaire de la culture juridique. La culture juridique, ça a quelque chose effectivement de naturel, dont on n'interroge pas le caractère quand même largement construit. La culture juridique, de façon un peu réifiée, elle a essentiellement une fonction légitimante et elle renvoie une impression un peu de clôture sur soi, et ce qui n'est pas du tout mon approche des choses. L'idée de culture juridique qui apparaît là pour le coup un peu synonyme de tradition, dans un sens un peu passéiste, c'est-à-dire les croyances, les pratiques munies d'une autorité qui viendrait du passé, de l'histoire, alors que, on sait que le passé et l'histoire, là aussi, sont l'objet de construction. Grâce à Eric Hobsbawm, on sait qu'il y a des traditions inventées. Donc, parfois, effectivement, de la culture au singulier, pensée comme une espèce de culture générale, on dérive vers une culture un peu identitaire, une culture comme frontière qui aura tendance à rejeter tout ce qui est en dehors d'elle. Avec évidemment tout ce que cela peut avoir de discriminant. Et de ce point de vue-là, la culture, elle peut avoir quelque chose de potentiellement un peu conformiste et qui, là aussi, me met un peu mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que, pour moi, la culture ou les approches culturelles, en tout cas, c'est avant tout un rapport. C'est un rapport à soi, c'est un rapport aux autres, et plus généralement, ça peut être aussi un rapport au monde. Finalement, les approches culturelles, elles révèlent la façon dont les juristes, dans leur discours, dans leurs pratiques, vivent et réfléchissent justement leur rapport au monde, éventuellement leur rapport à la vérité,
De ce point de vue-là, il y a un auteur qui est assez critique, qui s'appelle Geoffrey Samuel, et que j'avais sollicité justement au moment de la préparation d'ouvrages Approche culturelle des savoirs juridiques, qui n'a pas pu participer pour des tas de raisons, mais on avait échangé, et lui, ce qu'il regrette, c'est que le droit étant une discipline gouvernée par le paradigme de l'autorité, il est davantage préoccupé par les jugements normatifs que par les interactions humaines et par les comportements. Il dit, dans son obsession à être considéré comme une science, le droit s'est replié sur son organisation interne et comme discipline de savoir, il s'est isolé de la réalité sociale. Et cette science du droit, il dit qu'elle a un caractère narcissique. Le droit qui se regarde le nombril a vraiment un caractère narcissique, ce dont attesterait, d'après lui, le fait qu'on enseigne le droit, enfin en France en tout cas, on enseigne le droit tel qu'il est, plutôt que la manière dont il a été construit, dont il est construit. Or, c'est précisément, me semble-t-il, contre cette façon de considérer le droit et de l'enseigner que les approches culturelles me paraissent assez déterminantes. Si je dois citer une dernière fois Friedman, une matière juridique vivante, c'est pas un ensemble de doctrines, de règles, de mots et d'expressions, c'est pas un dictionnaire, mais c'est une culture et il faut l'aborder en tant que telle. Donc cette composante culturelle du droit renvoie aux valeurs, aux attitudes qui sont celles des juristes et qui vont constituer finalement un système et surtout déterminer sa place dans la société. Donc l'étude culturelle, l'approche culturelle du droit doit expliciter, ou en tout cas permet d'expliciter les idéologies, les croyances auxquelles le droit positif est associé et voilà tout ce qui va soutenir finalement les normes. Alors, c'est le dernier point, mais on a parfois tendance à opposer la culture comme savoir à l'approche technique ou technicienne. Et considérer que ce sont deux choses différentes. Mais Anne-Lise Rijls insiste au contraire sur la complémentarité des deux perspectives. Elle plaide pour une intégration de la dimension culturelle dans l'analyse de la technique et à l'inverse de la dimension technique du droit dans l'approche culturelle. Une démarche qu'elle met en œuvre, elle, autour de la notion de conflit de droit qu'elle étudie dans un texte, New Agenda for the Cultural Study of Law, Taking on the Technicalities. Donc l'approche culturelle des savoirs juridiques, elle n'est pas cantonnée à l'analyse des seules conditions sociales dans lesquelles s'inscrivent les activités de connaissance prenant le droit pour objet. Elle peut aussi s'orienter vers vraiment le noyau dur de la technique juridique. Dans l'un et l'autre cas, je crois, on réussit à essayer d'éclairer la manière dont un énoncé, à un moment, en un lieu donné, est en tout cas reconnu, considéré comme vrai par une communauté de juristes, et on peut du coup en tester, en éprouver en tout cas la robustesse. Voilà. J'espère vous avoir convaincu, en tout cas, de l'utilité de cette approche un peu culturelle et beaucoup matérielle des conditions du dire et du faire en droit. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup.